Radio des ours, c'est le face-to-face maintenant avec Jean-Marc Adolphe. C'est parti. Alors, nous sommes en sa présence. Pour rappeler, il est journaliste, essayiste, critique de danse contemporaine. Il commence en écrivant dans la revue Pour la danse tout en étant responsable de la rubrique destinée à cette discipline pour le journal L'Humanité. De 1985 à 91, il fonde aussi les éditions du Mouvement, qui édite notamment la revue éponyme dont il est le rédacteur en chef. Cette revue est consacrée à la création contemporaine, danse, théâtre, art visuel, musique, tout en engageant une analyse critique des enjeux esthétiques, culturels et politiques du monde d'aujourd'hui. Il a également travaillé pour le Théâtre de la Bastille, le Théâtre de la Ville de Paris et divers festivals tout en animant des conférences. Enfin, il est auteur de nombreux ouvrages sur la danse et par le biais de festivals, les Nuits de Barcelone par exemple, il a présenté pour la première fois en France la chanteuse Björk via son premier groupe. C'est également le premier à obtenir une interview de Pina Bausch, définitivement avant-gardiste et engagé dans tout ce qu'il entreprend. En 2021, il est le cofondateur du média en ligne Les Humanités. Alors je voulais savoir d'où vient cette envie et pourquoi créer ce nouveau média. Bon, j'ai créé et dirigé pendant 20 ans une revue Mouvement que tu as citée, qui était essentiellement une revue artistique et culturelle, qui continue aujourd'hui encore, qui a été reprise par des jeunes gens que j'avais engagés, donc ça me réjouit. Il faut à un moment donné, il faut passer la main, quoi. Et j'avais envie de faire autre chose. J'ai au départ une formation de journaliste généraliste, d'investigation. Le hasard, il n'y a jamais de hasard, mais bon, le hasard a fait que je me suis plus particulièrement orienté vers la critique de danse, le théâtre, la culture au sens large, mais j'avais cette fibre de journaliste en moi. Voilà, avant même les Humanités, il y a eu une première tentative d'un site d'information qui s'appelait Le Cours des choses et que j'avais sous-titré pour raconter le monde qui va bien. Puis ça n'a pas marché. On a été jusqu'à la création du site, mais après on m'a dit non, mais Jean-Marc, c'est normal, les gens n'ont pas envie qu'on leur dise que le monde va bien. Voilà. Bon, c'est à moitié une blague, mais et donc bon, les Humanités, en fait, aujourd'hui c'est un média d'information, mais au départ c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs avec Bruno Boussagol, que je connaissais de nom, mais on s'était jamais vraiment rencontrés. Au départ, c'est né pendant le confinement, quand toutes les activités pratiquement étaient à l'arrêt. J'ai lancé un peu comme une boutade, comme ça, l'idée d'un festival des humanités, qui est quelque chose que j'ai effectivement réalisé une fois dans ma vie, pas en France, c'est impossible, les gens veulent pas. Où ? En Colombie. Okay. En Colombie, et c'était génial, il y a 5 ans. Bon, et puis voilà, donc c'est pas un festival en fait, le Festival des Humanités, c'est plus une constellation d'initiatives sur les territoires, parfois à petite échelle, mais qui font sens. Et l'idée, c'était d'arriver à relier ces initiatives qui parfois sont isolées, s'ignorent les unes les autres, et voilà, de faire une petite communauté. Donc ça a tenu pendant quelques mois. Et puis bon, les affaires ont repris, alors chacun est reparti un petit peu dans ses activités habituelles, et on avait créé déjà à ce moment-là le site où il y avait une double entrée, l'une plutôt associative, Festival des Humanités, et une autre déjà plutôt l'idée d'un média en construction. Et voilà, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de ce site qui existe ? On l'a créé, je pense qu'il est assez original par rapport aux autres sites d'information qu'on peut voir, et on s'est dit, voilà, on continue, et on en fait vraiment un média. Je crois que c'est le seul média existant aujourd'hui qu'on a créé vraiment avec rien, c'est-à-dire pas un copec. C'est juste le désir, l'énergie. Bon, voilà, maintenant et le site est entièrement gratuit. Et la contribution aussi de tous ces journalistes ? Non, il y a pas. Pour le moment, il n'y a pas de journalistes. Il y a pas. On est quelques-uns entièrement bénévoles. Donc, mais il y avait cette volonté que le site soit entièrement gratuit d'accès, parce que voilà, que même si on est au RSA ou au Burkina Faso ou je ne sais où, que l'argent ne soit pas une limite, un frein pour pouvoir s'informer, être informé. Et puis on a refusé aussi dès le début, pas de publicité. Donc comme on dit, c'est un modèle économique un peu compliqué qui repose sur la bonne volonté des gens qui veulent bien s'abonner malgré tout. C'est 5 € par mois, ou souscrire. Voilà, pour le moment on est à 100 abonnés, donc c'est encore tout petit. Mais comme disait, je crois que c'est Werner Herzog, un cinéaste, qui disait même les nains ont commencé petits. Voilà. Donc
Donc mais enfin, on a déjà produit quand même. C'est aussi la façon de montrer que, mais je pense qu'une radio comme la vôtre, c'est pareil, qu'on peut faire des choses sans, sans avoir tout de suite, je sais pas, un investissement, des sponsors, des publicitaires, des groupes importants, et que qu'on peut faire des choses intéressantes. On peut peut-être revenir justement sur votre expérience, vu que vous parlez de radio. Vous avez participé à la fondation de la première radio libre de France, à Montpellier. Peut-être pas de France, mais enfin, c'était une des toutes premières, en effet, oui. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre expérience? De quoi c'est né? Avec qui vous avez fait cette expérience? On était en 80-81, donc avant même l'élection de François Mitterrand qui a libéralisé ensuite les ondes. Donc il y avait un mouvement qui existait en France qui demandait la fin du monopole à l'époque de l'ORTF et que puissent être autorisées des radios libres, associatives. Donc moi j'étais à ce moment-là à Montpellier, je venais de commencer j'aime pas ce mot-là, mais comme on dit, ma carrière de journaliste, où je traitais de tout, de politique, de faits divers, d'université. Ça m'intéressait, mais en même temps, déjà, il y avait un certain moule du journalisme qui me convenait plus tout à fait. Je rêvais un peu d'autre chose. Et je me suis retrouvé embarqué avec cette équipe, qui étaient des gens que j'avais côtoyé dans des bars, dans des concerts, qui ont créé clandestinement, puisqu'à l'époque c'était interdit, cette première radio, effectivement, sur Montpellier, qui existe toujours. Je crois que c'est une des rares radios de 1980 qui existe toujours encore aujourd'hui. Et l'Écho des Garrigues. Pourquoi l'Écho des Garrigues? Parce qu'au début, avec un émetteur bricolé, entièrement fabriqué à la main, comme ça, on avait les flics au cul et on allait planquer l'émetteur dans la garrigue pour pouvoir émettre. Donc c'était quelques émissions enregistrées, voilà. Puis après, quand ça a été libéralisé, quand on a pu émettre, on avait un studio à La Paillade, au 10e étage, mais j'ai des souvenirs incroyables, des choses que je pense qu'il serait absolument impossible aujourd'hui. On dit qu'il n'y a plus de censure, mais en fait, il y a plein de censures qu'on ne voit pas. Une censure, par exemple, qu'on ne voit pas, c'est celle du temps. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire quoi que ce soit. Donc, moi, je me souviens, par exemple, avoir fait une émission de 2 heures avec... vous êtes jeune, le nom va peut-être rien vous dire. Atahualpa Yupanqui, qui était pour moi un dieu vivant, qui est un chanteur argentin, indien, qui était mais vraiment un dieu vivant dans toute l'Amérique latine. Et là, il faisait une tournée en France. Il avait un concert au théâtre de Montpellier. Je sais même plus comment. Ça s'est fait très simplement. À l'époque, il n'y avait pas d'attaché de presse, on accédait directement aux artistes. Et pourtant, il était déjà très connu. Et voilà, je lui ai proposé. Je lui ai dit, oui. Et ça s'est fait comme ça, quoi. Et je l'ai emmené en voiture à La Paillade, et on a passé 2 heures. L'émission était géniale. Puis il y en a eu plein comme ça. Donc c'était vraiment une époque, je crois, qui était très effervescente, où il y avait plein de possibles. Et moi, j'avais 23 ans, donc voilà, il fallait en profiter, quoi. La peur de rien aussi. Et Comment ? J'ai dit la peur de rien. Non. Il faut y aller. Ça, c'est la première émission que j'ai faite, une fois que c'était que la radio était autorisée, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire ? Je faisais une revue de presse le matin. Je pense que ça devait être écouté par 6 personnes peut-être, mais je faisais ça très sérieusement. J'allais acheter les journaux à la gare à 6h. J'allais à La Paillade et je préparais ma revue de presse. Je faisais ça à 7h30 tous les matins. Qu'il y ait 7 personnes ou 20, je m'en fichais. Bon. Et puis j'ai dit, je pourrais faire un magazine culturel. J'y connaissais rien. J'ai dit, il y avait personne, je vais faire un magazine culturel. Et la première émission que j'ai faite, c'était avec une danseuse chorégraphe dont j'avais vu un solo à Montpellier. C'est un peu grâce à elle que je me suis mis à écrire sur la danse, qui s'appelle toujours, elle est toujours vivante, Jackie Tafanel. Puis pareil, on avait 2 heures d'émission. Donc j'avais demandé d'amener des musiques, des textes qu'elle aimait bien pour meubler, quoi. Parce que qu'est-ce que je vais lui demander pendant 2 heures? Bon. Et puis, donc, et moi, c'était une découverte. Elle amenait des poèmes d'Henri Michaud, j'avais jamais entendu parler, des musiques de Philippe Glass, je connaissais pas du tout, donc c'était... Voilà. Et puis, à la fin, je lui dis, mais Jackie, on a encore 5 minutes, est-ce que, éventuellement, tu aurais un texte en plus? Et là, elle dit, oui. Elle sort de son sac un petit livre, et puis elle lit juste un paragraphe.
Donc c'est un poète que je ne connaissais pas du tout à l'époque, puis qui n'est pas du tout connu non plus maintenant, alors que c'est un des plus grands poètes de la seconde moitié du XXe siècle, Joë Bousquet, qui a vécu à Carcassonne, il a eu une balle dans la colonne vertébrale au début de la Première Guerre mondiale. Il avait 20 ans, c'était plutôt un coureur de jupons, il était après alité toute sa vie. Et le paragraphe qu'elle cite se termine par cette phrase, cette question plutôt: auras-tu le courage d'être jusqu'au bout la poésie qui te concerne? Et moi, j'avais 23 ans, j'ai dit tout de suite, en moi-même, dans ma tête, j'ai dit, oui. Je comprenais pas à l'époque pourquoi il était question de courage. Maintenant, oui. Et justement, pour rebondir là-dessus, c'est parfait. C'est votre magazine, justement, du mouvement, était le sous-titre, c'était Magazine culturel indisciplinaire. Et vous avez également écrit sur le mouvement politique Nuit debout. Et je me demande du coup, d'où vient cet engagement? Est-ce que ça résulte plutôt de la colère, d'une insoumission, de l'injustice? Est-ce que pour vous c'est primordial d'être indiscipliné? Ou est-ce que c'est naturel simplement de savoir se positionner? D'une part, je ne sais pas d'où ça vient. Moi, je viens d'un milieu rural, modeste, qui n'était pas spécialement politisé. Mais je ne sais pas, très, très, très tôt, je me suis en effet intéressé à des mouvements sociaux, associatifs, syndicaux. Quand j'étais étudiant, par exemple, je faisais partie des Amis de la Terre. Et quand on allait sur les marchés, alors à l'époque c'était beaucoup la campagne contre le nucléaire, mais on parlait déjà écologie, agriculture biologique, etc. Et quand on allait sur les marchés où ça distribuait des tracts, nous on était vraiment pris pour des extraterrestres quand on parlait d'écologie à la fin des années 70, début des années 80. Donc j'ai toujours eu cette est-ce qu'on peut dire colère, cette conscience en tout cas, des injustices, quoi. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas les injustices. Ça a toujours été comme ça. Ça me révolte personnellement et puis plus politiquement. Donc moi j'ai jamais eu d'engagement politique dans un parti ou plus exactement quand j'étais étudiant au début de ma carrière, comme je disais tout à l'heure. J'ai été un petit moment dans un parti qui n'existe plus, qui s'appelait le PSU, qui était le Parti Socialiste Unifié, d'où sont sortis plein de gens intéressés, et qui était un parti de gauche qui revendiquait, là aussi un mot dont on parle pratiquement plus du tout aujourd'hui, alors qu'il devrait redevenir d'actualité, qui était celui d'autogestion. Donc, on voit aujourd'hui dans tous les mouvements coopératifs, collectifs, dans les mouvements de jeunes notamment, comment on essaie de recréer des bases coopératives autogérées. Donc ça, c'est le seul engagement politique que j'ai eu. Et après, je dirais mon engagement, il est... il a été dans ce que j'écris, comme je dis, je crois, sur un compte social que j'ai, je crois que c'est plus sur Twitter ou quoi, je dis, tout ce que j'écris m'engage. C'est-à-dire, et puis après, j'ai ce que je lis effectivement. Il y a une phrase très, très belle que j'aime beaucoup de René Char qui dit « Seuls les actes engagent ». C'est-à-dire, tous ceux qui disent, il y en a beaucoup qui disent, qui sont les discours qui paraissent très vertueux, etc. Et puis, et dans la culture notamment, parce que dans la culture, combien, des gens qui avaient des hautes responsabilités syndicales et dont je savais que par ailleurs ils se comportaient, harcèlement sexuel, harcèlement moral, etc. C'est pas tolérable. Donc il y a des gens qui disent et qui font pas ce qu'ils disent. Moi, je pense que, je passe pas pour un héros, mais je pense que ce que je dis, je le fais. Et ce que je fais, je le dis aussi. C'est-à-dire que je crois que c'est important de témoigner de l'engagement qu'on a et de comment on le met en œuvre. D'être dans une cohérence. On va marquer un court moment musical et on va revenir justement sur cette notion de culture juste après. Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Qui est comme à la crête, tout détonné, tout me plaît, les mains sont libres, vite, mains sont libres, vite. Ceux de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche, le lion ne sourit qu'à moitié, à mes solitudes immenses, ton visage ne sera jamais entier, comme tu regardes au dehors, je porte un portrait dévoré, tout leur destin bord à bord. Here's my station. Here's my station.
And if you say just wanna stay with you, here's my station. Here's my station. And if you say just wanna stay with you, la belle attitude que la patience comme certitude, collier à trois fils, lié à trois fils. Seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, que tu respires, pire. D'ordinaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Cette ville est morte, je sais bien, toi seul garde de l'audace. Il faudrait que tu la portes loin, alors que d'autres renoncent. Je descends 2 enfers plus loin, pour que l'orage s'annonce. Here's my station. Here's my station. And if you say just wanna stay with you, here's my station. Here's my station. And if you say just wanna stay with you, we are so lonely in this part of town. We are so lonely. We are so lonely. Here's my station. Here's my station. And if you say just wanna stay with you, here's my station. Here's my station. But if you say just wanna stay with you. Vous êtes toujours en direct de la Radio des Ours sur le 90.7 et le 90.5 en vallée de Chamonix. Nous sommes avec notre dernier invité, Jean-Marc Adolphe, avec nous et on continue cette interview encore pendant quelques temps. Merci d'être au micro de la Radio des Ours. Merci à vous, j'ai oublié de dire bonjour tout à l'heure, donc je le dis maintenant. C'est jamais trop tard. Par rapport à la notion de culture sur laquelle on a terminé l'interview, je me demandais pour vous quelle était aussi la nécessité de la culture qui subit un glissement de plus en plus difficile avec le président à la tête de notre pays et également en général, ça glisse vers le divertissement plutôt, et du coup la nécessité de la Nuit des Ours, qu'est-ce que vous allez y faire, c'est quoi votre présence ici? Alors, d'abord la culture. Moi j'ai grandi aussi avec la culture. Je me suis réalisé, épanoui, découvert d'une certaine manière. Même lorsque j'étais encore au collège, j'étais à Châteauroux. C'était une ZUP et il y avait un centre socio-culturel qui dépendait de la caisse d'allocation familiale. Mais il y avait des ateliers poésie, vidéo, chansons. Bon voilà. Et donc moi je viens un peu de tout ce courant qu'on appelle l'éducation populaire. Alors après la culture, ça a été la découverte effectivement d'artistes plus ou moins grands. Tu disais tout à l'heure effectivement, Pina Bausch, j'ai eu la chance de faire le dernier grand entretien avec elle, qui n'en donnait vraiment pas beaucoup, voire très peu. Bon, mais aussi des artistes beaucoup moins connus et la valeur ne dépend pas forcément de la notoriété. Mais bon, il y a des œuvres qui ont des parcours qui m'ont marqué, qui sont intéressants. Alors, j'ai dirigé cette revue pendant 20 ans. Indisciplinaire, art et politique, c'est-à-dire que pour moi, l'engagement, l'esthétique en tant que telle, elle est politique. Quand on voit, si vous avez la chance de suivre les parcours là dans la Nuit des Ours, lorsque vous verrez les œuvres, les sculptures, je sais pas comment dire, réalisées par Yeva, cette jeune Ukrainienne de 19 ans. C'est ce qu'elle fait. Et dans la figuration et dans le rapport à la matière, à la nature, c'est politique.
Voilà. C'est pas donc pour moi il y a un rapport entre l'esthétique et politique et bon et puis j'ai participé de tout un mouvement qu'on appelait l'action culturelle, qui était plutôt les années 80, à l'époque où il y avait peut-être moins de lieux de culture qu'il y en a aujourd'hui. Et tant mieux qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la situation des années 70 où il y avait Paris d'un côté et puis le désert de la province, comme on disait. Voilà, c'est plus ça du tout. Mais en même temps, le contre-coup de ça, c'est que dans les années 80, c'est notamment ce qu'on appelait les centres d'action culturelle, qui sont devenus aujourd'hui les scènes nationales, étaient d'une part contrôlés, sous statut associatif. Donc, avec des membres qui avaient un vrai pouvoir de délibération, etc. Et puis, les directeurs ou directrices, c'était surtout des directeurs, hélas. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes, mais les directeurs de ces lieux étaient eux-mêmes, venaient de là, c'était des militants de l'action culturelle. Et puis, progressivement, on a formé ce que Jean-Luc Godard appelle des professionnels de la profession. C'est-à-dire, aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 70 DESS en management de la culture, etc., etc. Ça forme des gens qui savent rien du tout en fait, mais il y a toujours des exceptions, mais qui sont prêts d'emblée pour rentrer dans des moules, alors que la culture c'est tout le contraire, il faut sortir des moules. C'est quelque chose qui se vit en fait. Oui, puis ça s'invente en permanence et on n'est pas là pour reproduire des choses qui voilà. Alors bon, moi j'ai fréquenté pendant longtemps les grands festivals, on va dire Avignon, Montpellier pour la danse, etc., etc. Là, ça fait un moment que je n'y vais plus parce que pour moi c'est devenu il peut y avoir des spectacles intéressants, c'est pas le problème, mais le truc c'est une industrie. C'est ce que j'étais très ami avec un poète qui est mort l'an dernier à 90 ans, Bernard Noël, qui parlait on parlait tout à l'heure de la censure par saturation. C'est-à-dire que, je parlais de divertissement, il n'y a pas que du divertissement, mais on met tellement de choses sur le marché, des livres, des spectacles, etc., qu'au bout d'un moment, tout se vaut, quoi. Et il n'y a plus de distinction. Et c'est un autre philosophe que j'aime bien, Jacques Rancière, qui dit, ça peut paraître paradoxal, parce que ce mot de distinction, si on l'entend comme, vous êtes distingué, non, mais il dit, s'il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de démocratie. Et pour moi, la Nuit des Ours, c'est un petit festival, mais c'est un festival distingué. C'est un festival qui, d'abord, est inscrit sur son territoire, qui compose avec les lieux, avec la nature, avec les gens. Et voilà, il n'y a pas besoin d'être 3000 dans une salle de concert ou autre pour éprouver une émotion, pour vivre quelque chose. Donc, ce festival, c'est avant tout oui, c'est une aventure esthétique, c'est une aventure commune, parce qu'on est par petits groupes, comme ça. Et c'est aussi une expérience de nature. C'est quelque chose qui se vit à taille humaine. Donc, moi, je suis venu une première fois ici, il y a 2 ans, pour voir un petit peu. Je faisais tous les matins une sorte de petite revue de presse décalée, performative. Bon, et voilà. Et Bruno Boussagol m'a proposé de revenir cette année pour essayer d'animer plus particulièrement quelque chose autour de l'Ukraine, parce que avec les humanités, depuis pratiquement le 25 février, c'est l'essentiel de ce que je chronique et de ce que j'écris. Voilà, donc je trouve aussi ça bien dans une Festival d'Avignon, par exemple. Ils n'ont rien fait, rien sur l'Ukraine. C'est comme s'il n'y avait pas de guerre, c'est comme si ça n'existait pas. Justement, je voulais revenir sur une question qui peut peut-être être épineuse, mais je la pose quand même. Justement, quel regard vous portez sur le fait que tout à coup l'Occident se sente concerné alors que d'autres guerres existent et qu'elles sont passées sous silence? Pourquoi, à votre avis, autant d'engouement? Pourquoi dans toutes les mairies de France on voit des drapeaux ukrainiens? Quel regard vous portez sur ça? Il y a plusieurs réponses possibles. La question est pas, elle n'est pas épineuse, mais oui, elle est. Bon, d'abord, pendant longtemps on a cru comme ça que les guerres c'était forcément loin. Et loin, on va pas voir, etc. Donc là, par exemple, si on parle de la Russie, ça a commencé en Tchétchénie, puis en Syrie, puis en Géorgie, et qui effectivement s'est vraiment inquiété de ce qui se passait en Syrie. Alors, d'une part parce que c'était des Arabes, il faut le dire quand même, voilà. Donc, il y a quand même un fond raciste en France qui fait que on va moins s'intéresser à des Arabes que à des gens qui ont a priori la même couleur de peau que nous. Voilà. Mais c'est pas la seule raison. C'est aussi que à l'époque, Tchétchénie, il y avait rien, il y avait aucune image qui sortait de Tchétchénie. Syrie, un petit peu, mais très peu. Là, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a des photojournalistes qui sont sur place, qui n'étaient pas en Syrie. Mais sur la Syrie, il y a quand même eu des films, il y a quand même eu des reporters. Après. Mais en 2014-2015, pendant le bombardement d'Alep, il y avait très peu il y avait un photojournaliste
qui relayait. Après, il y a eu des images faites par des gens sur place, etc., qui, par des organisations de droits de l'homme, ont réussi à sortir, etc., mais c'est venu après. Je veux dire, pendant les bombardements lui-même, puis on était tous, enfin, pas moi, mais on était tous... d'une certaine manière aveuglé par la propagande déjà de Poutine qui disait on s'attaque aux djihadistes. Non, la Syrie, il y a eu le printemps, la quotidienne de printemps arabe, c'était un mouvement rebelle démocratique qui voulait se débarrasser du dictateur Assad. Mais ça, on ne voulait pas le voir. Pourquoi ? Parce que là, effectivement, ça peut concerner l'Occident. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs qu'on défend ? Et avec qui on les défend ? La démocratie, c'est un beau mot, mais ça peut être aussi un mot complètement creux. C'est-à-dire que est-ce que les pays africains ont droit à la démocratie ? On peut se demander est-ce qu'elle existe réellement de toute façon. Donc, si on arrête de continuer à encourager et à maintenir au pouvoir des dirigeants corrompus parce que finalement ils nous arrangent bien, parce qu'ils préservent les intérêts de tel ou tel groupe français sur place, etc. Voilà, je crois qu'il faut aussi reconnaître que, mais c'est difficile, c'est ça où c'est épineux, c'est que une partie du confort, tout relatif pour certains, mais une partie du confort que l'on a ici, en France ou en Europe, eh ben, on le doit au pillage de certains territoires. C'est la post-colonisation en Afrique, en Amérique latine, dans les pays arabes, etc. Donc, on va aller chercher le pétrole, le charbon, etc. On va dire, oui, là, ce que les gens qui disent, mais qui ne font pas la démocratie. Mais dans les faits, non, on fait le contraire. Donc, voilà, bien sûr que lorsque cette guerre sera terminée, je pense qu'il faudra, enfin dès maintenant, mais il faudra remettre en question, se questionner sur notre fonctionnement occidental et la place qu'on accorde réellement à la démocratie. Est-ce qu'on croit, par exemple, je suis un peu provocateur, est-ce qu'on croit que les pays arabes ont droit à la démocratie ? Est-ce qu'on croit que les Arabes, parce qu'ils sont arabes, sont capables d'être démocrates ? Je pose la question comme ça, brutalement, parce qu'elle est... Mais dans la tête des gens, je pense qu'il y a est-ce que les Africains sont suffisamment... Et donc finalement, là, cet engouement qu'on aurait autour de l'Ukraine, ce serait parce que c'est un pays digne de démocratie, finalement ? C'est un pays qui est... Alors, oui, c'est un pays qui... est-ce que les gens en ont pleinement conscience ? Je ne sais pas. Encore une fois, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Il y a eu d'abord l'émotion, tout de suite, quand on a vu ces familles de réfugiés qui partaient, etc. Bon, il y a eu... le gouvernement est honteux. Enfin, l'accueil des réfugiés... qu'est-ce qu'a fait vraiment le gouvernement ? Qu'est-ce que, encore aujourd'hui, notre gouvernement fait pour accueillir dignement les réfugiés syriens qui sont en France, qui sont partis pour les mêmes raisons que les Ukrainiens partent aujourd'hui. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, je suis en contact avec des associations qui se mobilisent, des bénévoles qui se mobilisent. Il y en a dans la vallée de la Roya, pas très loin d'ici, mais à Calais, etc. Quand on voit les conditions dans lesquelles vivent ces réfugiés afghans, syriens, etc., c'est honteux. Donc là, ce qu'il faudrait dire quand même, c'est qu'on dit, ouais, les Français sont très égoïstes, etc. Bon, là, il y a eu quand même une levée populaire de solidarité au niveau des gens. C'est des gens qui ont accueilli plus que l'État les réfugiés. Donc il y a eu une émotion tout de suite. C'est important de le noter, bien mais sûr. C'est aussi important de questionner pourquoi là tout de suite plus. Voilà. Mais il y avait eu la même chose, et pourtant c'était un tout petit peu plus loin. Alors les gens s'en souviennent pas, mais lorsqu'il y a eu le siège de Sarajevo en 94-95, pareil, il y a eu et dans les quartiers populaires en France, et dans les quartiers populaires que c'était le plus visible, le plus évident, une solidarité incroyable. Les gens qui se mobilisaient pour envoyer de la nourriture, des médicaments, des jouets, des cadeaux, etc. Il y a eu une solidarité, et pourtant c'était, on disait à l'époque en Bosnie, les musulmans. On ne disait pas les Bosniaques, on disait les Croates, les Serbes et les musulmans. Pourquoi on ne disait pas les Bosniaques ? Donc, il y a tout cet inconscient, mais il y a eu une vraie solidarité populaire. Donc, aujourd'hui, voilà. Puis, autre chose que je veux dire quand même, c'est que pourquoi l'Ukraine ? C'est que tout ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi il y a une telle hargne de la part de Poutine à ramener l'Ukraine dans le giron de l'Empire russe ? C'est que, auparavant, il y a eu la Géorgie, c'est que Poutine a peur par-dessus tout que c'est un régime de voyous, c'est un régime mafieux en Russie. Et Poutine a peur par-dessus tout que les idées démocratiques, pourquoi il muselle à ce point, pourquoi il emprisonne emprisonne ou empoisonne les opposants russes en Russie même. Il a peur par-dessus tout que la démocratie
s'installe en Russie. Parce que le pouvoir de sa mafia, de tous ceux qui sont avec lui, les oligarques, c'est fini. Et l'Ukraine, le point de départ de ça, c'est ce qu'on a appelé la révolution de Maïdan en 2014, qui est un mouvement très composite. Il y a eu effectivement quelques mouvements hyper-nationalistes, mais ça a été avant tout la jeunesse ukrainienne, et notamment à Kiev, à Lviv, qui ne voulait pas déjà revenir en arrière dans le giron russe et se tourner plutôt, effectivement, Kiev, c'est déjà, aujourd'hui, c'est une ville totalement européenne. Donc, je pense qu'il y a voilà, les gens l'ont senti, ça, même si pas besoin de lire des essais de géopolitique, etc. Les gens ont compris que la jeunesse ukrainienne, que le peuple ukrainien avait ce désir d'Europe, alors que même nous,